Stéphane Pézé et Christelle Thérion, qui vont nous parler, alors maintenant encore d'un autre sujet, on est un peu dans une déclinaison là de thèmes cet après-midi, sur les consultants qui sont des agents doubles du changement pour la durabilité. Et donc je vous laisse la parole et si vous voulez bien partager votre écran, on vous écoute avec plaisir. Bon, a priori, là, je partage mon écran. Vous devriez voir le support. Parfait. Très bien. Merci. Christelle, je te laisse commencer. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Du coup, je te laisserai passer les slides, Stéphane. Donc, merci beaucoup. Nous, on va vous parler de notre recherche sur les consultants, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais retracer un petit peu la genèse, d'où est partie cette idée, pourquoi étudier les consultants. Donc, en fait, tout est parti d'une recherche que nous avions, qu'on a faite avec Stéphane sur les collectifs de salariés engagés pour le climat, qui sont ces regroupements de salariés en entreprise qui vont conduire des actions pour verdir leur entreprise, pour promouvoir des actions au sein de leur entreprise qui vont être plus respectueuses de l'environnement. Et quand on a fait cette recherche, on s'est intéressé notamment à une tribune publiée qui a été publiée dans les Échos par différents collectifs de salariés. Et en étudiant cette tribune, on s'est rendu compte que les collectifs qui ont signé cette tribune étaient, parmi ces collectifs, on avait une surreprésentation des cabinets de conseil, environ un tiers. Donc ça nous a intrigués. On s'est dit, mais pourquoi on a une surreprésentation des cabinets de conseil parmi les collectifs de salariés? Qu'est-ce que ça veut dire sur ces consultants-là? Donc voilà, c'est parti de cette idée-là. Et quand on regarde la littérature, c'est vrai que les consultants sont une population qui sont plus propices à s'intéresser aux problématiques environnementales, à être peut-être plus penchés sur les problématiques environnementales et à s'engager dans des activités d'activisme. On est sur des jeunes cadres qui sortent d'écoles prestigieuses, que ce soit des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Donc là, on avait une population plutôt favorable aux enjeux écologiques, mais dans le même temps, quand on regarde le contexte organisationnel des cabinets de conseil, on est sur des organisations qui ont quand même un mode de fonctionnement assez particulier, qui demandent beaucoup de loyauté et de dévouement de la part de leurs salariés, avec très peu de possibilités de résistance ou d'expression de soi. Donc, on a un contexte organisationnel qui est celui des cabinets de conseil qui est quand même plutôt défavorable à l'activisme interne. Donc on avait cette tension qui nous est apparue entre le profil des consultants qui semble être plutôt propice à l'activisme interne et l'organisation dans laquelle ils travaillent. Et effectivement, le fait de remettre en question les pratiques de son organisation en interne, d'aller proposer des choses un petit peu différentes, ça peut amener les consultants à se mettre en danger, peut-être professionnellement, à s'exposer à des risques. Donc, on a voulu en savoir plus. Alors, quand on regarde la littérature sur les agents du changement pour la durabilité, on se rend compte que la définition qui est donnée de ces agents du changement est elle est assez spécifique. Elle indique que ce sont des membres d'une entreprise qui poursuivent délibérément le changement radical. Et c'est vrai qu'on va le voir dans les résultats de notre recherche, nous, le changement qu'on va mettre en avant n'est pas forcément radical. Donc déjà, ça nous amène à questionner cette définition. Et puis quand on regarde qui sont les profils de ces agents du changement, on a premièrement des salariés dont c'est le mandat officiel, tels que les responsables RSE, des activistes internes qui sont ces personnes qui n'ont pas de mandat officiel, donc qui sont des agents informels, donc qui vont agir de manière informelle pour promouvoir les problématiques environnementales. Ou alors, on a des populations de consultants qui ont été étudiées, mais ce sont des consultants qui ont des missions dont le but est spécifique, sont spécifiquement vertes, des missions vertes qui sont effectuées auprès de leurs clients. Et finalement, on en sait peu sur les consultants en tant qu'activistes internes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est de leurs actions pour verdir leur entreprise de conseil de l'intérieur. Alors, ça nous a amené à nous poser la question suivante, hein, comment les consultants qui sont sensibles aux enjeux écologiques vont agir comme agents du changement pour la durabilité? Et pour répondre à cette question, on a collecté des données d'entretien avec 30 employés de 10 cabinets de conseil. On a également trouvé des fiches témoignages de collectifs au sein de 6 de ces cabinets. On a analysé ce corpus de données avec une analyse à la fois itérative et abductive. Voilà, je vais laisser la parole à Stéphane pour la suite. Alors, dans un premier temps, là, on est sur une phase d'analyse des données qui est plutôt descriptive et qui va rendre compte des actions qui sont effectivement mises en œuvre parmi cette pluralité d'engagements
que nous ont mentionné les consultants. On l'a organisé en deux types d'engagements, des engagements volontaires individuels et des engagements volontaires collectifs, puisque ça suppose, dans le second cas, une coordination entre plusieurs consultants pour porter des actions qu'ils n'auraient pas pu porter seuls. Alors, si on regarde les actions, tout d'abord, d'engagement individuel, ce qu'ils nous décrivent, c'est des actions qui vont d'une part être en soutien des initiatives de l'entreprise, donc ils vont agir pour aider l'entreprise à mettre en place un certain nombre d'initiatives qui sont associées généralement à la démarche de responsabilité sociétale de l'organisation, et puis des actions qui sont plus personnelles et que l'on a appelé se repositionner et repositionner ses compétences. Alors, quelques petites illustrations hein, ici. Les cabinets de conseil vont mettre en place des actions de responsabilité sociale, notamment vont offrir des possibilités de missions pro bono, du mécénat de compétences. Et donc, les consultants peuvent très bien déjà se saisir de ces opportunités pour pouvoir mener des missions qui sont plus proches de leurs propres valeurs. Il y a aussi des initiatives qui sont mises en place à l'initiative, là aussi, de la direction, de lancer des chantiers en interne pour réfléchir, par exemple, à qu'est-ce que serait, pardon, une mission de conseil moins carbonée. Et donc, ils peuvent accepter de participer à ces démarches en étant volontaires pour piloter certains de ces projets. Donc ça contribue directement, cet engagement contribue directement aux initiatives initiées par le cabinet. Mais ce qu'il faut à titre individuel, c'est également un travail qui est plus difficile à voir, qui est plus personnel, en souhaitant par exemple réduire l'empreinte carbone de leur mission de conseil. Un exemple tout simple, hein, c'est un consultant qui dit à son client, alors lui est parisien et son client est à Pau, et lui dit, moi je ne pourrais pas être là lundi à 8 heures du matin, puisque je ne prends pas l'avion, donc je serai là lundi en début d'après-midi, quand mon train sera arrivé. Donc, négocier avec le client sur le mode de transport pour réduire leur impact. Alors, c'est pas tous les consultants ne sont pas capables de le faire sur toutes les missions, mais en tout cas, il y a un effort pour essayer d'aller dans ce sens, de la part de la population qu'on a interrogée en tout cas. Euh, Deuxièmement, parfois, ils essayent d'entretenir des discussions avec leurs clients sur les enjeux socio-écologiques. J'ai par exemple une consultante qui évoquait le fait qu'elle avait même réussi à organiser une fresque du numérique chez un de ses clients, hein, pour un organisme de conseil qui est plutôt un système d'information. Mais ce n'est pas toujours possible, car s'ils sentent que le client n'est pas nécessairement sensible à ces thématiques, ils ne vont pas pousser le sujet plus loin parce que parfois la mission qu'on leur a confiée n'a rien à voir avec des enjeux de durabilité, et donc ils se sentent pas légitimes finalement pour aller plus loin et pour exercer ce levier d'activisme entre guillemets plus avant. Et puis quelque chose d'assez récurrent, la plupart des consultants qu'on a rencontrés qui ne sont pas affectés à des missions, disons, de sustainability, vont demander à être repositionnés en interne sur ces missions sustainability. La difficulté étant, a priori, qu'il y a plus de demandes d'affectation à ces missions qu'il y a effectivement de missions que l'on peut staffer avec ces consultants. Donc, il y a parfois une frustration de vouloir évoluer vraiment vers des démarches d'accompagnement des clients, hein, vers plus de durabilité, mais de ne pas avoir l'opportunité de le faire faute de missions disponibles. Alors, à ces actions individuelles dont l'impact est relativement modeste, il y a des actions collectives qui sont assez classiques par rapport à d'autres actions qui sont mises en œuvre dans des organisations qui ne sont pas des cabinets de conseil, des actions de sensibilisation des employés. Et ça, vous ne serez pas trop surpris, j'imagine, d'apprendre que ça passe notamment par l'initiative d'organisation de fresques du climat, avec parfois des fresques qui sont organisées par un collectif parce que c'est plus facile de mener ce projet à plusieurs, de se former et d'animer les fresques quand on est plusieurs. Et parfois, d'ailleurs, certaines initiatives de cette nature dans plusieurs cabinets qu'on a étudiés ont ensuite été reprises par la direction qui a obligé, entre guillemets, l'ensemble des collaborateurs, ou en tout cas, c'est fixer des objectifs pour former un nombre significatif d'employés avec ces outils pédagogiques. Et puis, il mène aussi d'autres initiatives en allant discuter avec les services en interne, avec par exemple les systèmes d'information, la direction des systèmes d'information, pour essayer de prolonger la durée de vie des équipements informatiques ou de réfléchir à la manière dont on peut faire de la réutilisation et du réemploi plutôt que de changer systématiquement les équipements. Bref, ils essayent d'initier ici des éco-gestes et changer certains processus en interne. Donc là, on commence à avoir un impact un peu plus fort, mais c'est difficile pour eux de le faire individuellement. Donc c'est vrai qu'ils le font en sous-groupe et on expliquera aussi comment ils le font dans quelques secondes. Et ils peuvent aller sur le terrain du questionnement du cœur de métier de leur cabinet de conseil. Mais là, évidemment, c'est là où ça aurait peut-être le plus de potentiel de transformation, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, ils le font de plusieurs manières en lien directement avec leur mission de conseil. Ils vont promouvoir les actions de responsabilité sociale organisées au sein du cabinet dans les propositions commerciales, donc histoire de sensibiliser leurs clients sur le fait que c'est un cabinet qui prend des initiatives sur le sujet. Ce qui a pour effet notamment
dans certains cabinets, de répondre favorablement aussi à des critères qui sont posés par les organismes avec lesquels ils sont en relation commerciale. Par exemple, s'ils répondent à un appel d'offres pour une organisation publique, il y a des critères, notamment liés au marché public, qui comportent des indicateurs sur ces éléments de responsabilité sociétale. Donc, ça veut dire que la proposition ici, qui est faite par ces activistes internes, comme on les qualifie, va dans le sens, entre guillemets, hein, d'une capacité à pouvoir aussi remporter des offres commerciales dans le futur. Donc, il y a un intérêt assez objectif aussi à l'organisation, au cabinet de conseil, hein, de soutenir ces initiatives. Ils ont aussi, et ça c'est quasiment systématique dans tous les entretiens, ils vont contribuer en interne à développer une nouvelle offre de service sustainability. Donc dans la plupart des cabinets qu'on a étudiés, l'offre sustainability était soit inexistante au départ, soit assez peu structurée ou en tout cas pouvant être largement étoffée. Et donc, on a des consultants qui, en plus de leur mission de conseil, hein, ont donc passé du temps à réfléchir à quelles sont les nouvelles offres de services que l'on pourrait proposer à nos clients pour justement avoir plus de missions sustainability. Et là, on voit un lien avec le repositionnement des compétences qu'on évoquait tout à l'heure, puisque avoir une capacité à développer une offre de service, c'est potentiellement vendre plus de missions de service de conseil en sustainability et donc avoir la possibilité d'être soi-même staffé sur ces missions. Et à plus forte raison, quand on a contribué au développement de cette offre, on paraît le bon interlocuteur en interne pour aller chez le client mener ce type de mission. Avec là aussi une frustration qui est que, pour les cabinets de conseil que nous avons interrogés, étant donné que ce ne sont pas des cabinets de conseil qui sont spécifiquement identifiés sur le marché comme étant, je sais pas, je pense à Carbone 4 par exemple, qui est spécialisé sur les questions de durabilité. Là, c'est pas du tout le cas pour les cabinets de conseil qu'on a étudiés, donc ils ne sont pas référencés, nécessairement comme cabinet de conseil spécialisés sur ces missions sustainability et donc ils ont quelques difficultés à remporter, des appels d'offres, vis-à-vis d'organismes de conseil qui sont, eux, davantage spécialisés. Donc la frustration demeure malgré tout de ne pas pouvoir faire plus de missions de ce type. Et puis, on a là aussi de façon significative, hein, plus de la moitié des répondants qui nous disent questionner la mission du cabinet. Alors, un des exemples typiques et qui revient plusieurs fois, c'est le fait de dire, de discuter avec les associés, les partners du cabinet pour dire oui, mais peut-être qu'on devrait décider de ne plus travailler avec certains secteurs d'activité ou ne plus travailler avec certaines entreprises au hasard Total, par exemple, ce qui entraîne des discussions avec les partenaires sur oui, mais attendez, si Total vient nous voir pour l'aider à se décarboner, est-ce qu'il faut qu'on travaille avec eux quand même ou pas Et puis nous, on a quand même une ambition de croissance. Donc là, ça vient questionner finalement le cœur de métier au sens où les frictions réapparaissent. Et on n'a pas constaté malheureusement de victoire particulière de ces consultants en lien avec l'infléchissement ici des clients ou des types de missions qui étaient proposées par le cabinet. Alors tout ceci peut nous amener des éléments de discussion. C'est assez préliminaire parce qu'à ce stade, je pense qu'on a fait une analyse qui est assez descriptive et qu'on devrait encore travailler pour monter en conceptualisation. Mais disons qu'on voit des pistes d'accroche ici pour discuter avec la littérature sur les agents du changement pour la durabilité. Alors, sous deux aspects. Le premier, c'est de montrer que les consultants qu'on a essentiellement identifiés comme agents du changement externe, c'est-à-dire que comme aidant leurs clients à se transformer, montrer qu'à l'intérieur même des cabinets, il y a aussi une dynamique de transformation qui est initiée par ceux-là même qui peuvent, dans le même temps aussi, être en capacité d'accompagner les clients dans leur transformation et qu'on a aussi des actions de niveau individuel, de niveau collectif et qui bénéficient à l'organisation et qui sont en interaction. Et là, donc, il faudra qu'on réfléchisse à une manière de montrer ça ou de conceptualiser ça de façon un petit peu plus fine. Et puis, on a peut-être des points d'accroche aussi avec la littérature sur l'activisme interne, puisque finalement, à ce jour, on a assez peu étudié la façon dont les organisations favorisaient ou au contraire contraignaient les initiatives qui pouvaient être menées en matière notamment de développement durable, à l'initiative, encore une fois, des salariés hein, qui n'ont pas de mandat pour le faire, mais qui sont désireux de contribuer à la vie du cabinet sur ces dimensions. Et en général, ce qui est identifié, c'est plutôt des protections de type personnel, hein, le manager qui protège ses salariés. Mais là, il me semble que on a identifié deux arrangements organisationnels qui sont propres au métier du conseil et qui favorisent finalement cet engagement volontaire en faveur des enjeux écologiques. Le premier de ces deux arrangements organisationnels, c'est une espèce de politique qui consiste à dire aux consultants, en plus de vos missions, il faut vous engager dans la vie du cabinet. C'est quelque chose
qui compte pour votre progression et c'est reconnu dans les entretiens d'évaluation. Et s'investir dans la vie du cabinet, c'est notamment s'investir dans des comités, par exemple, ou proposer de mener des missions pour le compte du cabinet. C'est comme ça, par exemple, qu'un des consultants que nous avons rencontrés a demandé à faire le bilan carbone de son cabinet. Et on l'a eu à plusieurs reprises dans plusieurs cabinets. Et qu'encore aujourd'hui, hein, donc, ces consultants, volontairement, prennent de leur temps en dehors des missions pour contribuer à calculer une partie du bilan carbone tous les ans ou tous les 2 ans de leur cabinet de conseil. Donc ça, c'est finalement soutenu par l'organisation, puisqu'on va leur allouer un petit budget pour qu'ils puissent mener ce type d'action. Et ça leur permet, dans leur propre parcours de carrière, d'avoir des éléments à montrer sur le fait qu'ils se sont impliqués dans la vie du cabinet. Donc ça favorise l'initiative et c'est reconnu et valorisé. Et le deuxième aspect qui est lié à cette participation à la vie du cabinet, hein, comme critère demandé, comme exigence, c'est l'exigence aussi de contribuer au développement des offres commerciales de l'organisation. Et donc là, on voit que dans ce dispositif également, les consultants vont se saisir de cette opportunité organisationnelle, de cet arrangement spécifique, pour essayer de le colorer avec leurs valeurs et développer pour le coup une offre de service qui sera fortement thématisée sur les enjeux de durabilité. Et donc là, il y a comme une forme d'opportunisme intelligent de nos consultants qui, en désirant aligner plus fortement leur quotidien de travail et leurs valeurs très fortes sur les enjeux socio-écologiques, vont détourner quelque part à leur profit, au profit en tout cas des causes qu'ils défendent, ces deux dispositifs qui, malgré tout, sont à la fois bénéfiques pour eux et bénéfiques pour le cabinet de conseil auquel ils appartiennent. Voilà, merci beaucoup. On sera ravis d'échanger avec vous et d'avoir vos retours qui nous aideront dans la suite de la reprise de notre travail. Merci beaucoup pour cette présentation. J'étais en train de retrouver dans votre abstract, comment vous avez sélectionné les cabinets de conseil? Parce que finalement, j'ai quand même l'impression que vous avez des cabinets de conseil qui sont d'une taille relativement importante. Bah, on en a plusieurs qui peuvent être considérés comme des gros internationaux, mais on a aussi des plus petits qui Mmh. sont plutôt à rayonnement national. Donc on a 6 internationaux, 6 cabinets internationaux sur les 10, 2 cabinets qui sont plutôt des gros et qui sont, ou je dirais, d'envergure régionale nationale. On a un cabinet qui est plus considéré comme une PME et un cabinet qui est lui plus une TPE, puisqu'ils sont un peu moins d'une dizaine dans l'organisation. Toute la difficulté, en fait, c'est de trouver des consultants qui mènent des actions volontaires pour l'environnement dans leur organisation, alors que ce ne sont pas des actions qui sont publicisées à l'extérieur. Donc, c'est très, très difficile de trouver le type de profil que l'on cherche. Parce que trouver un consultant, c'est pas très compliqué, mais trouver un consultant qui est vraiment volontairement engagé pour ces enjeux écologiques, en plus de son travail dans le cabinet, ça, c'est un petit peu plus dur. Et donc, c'est beaucoup comment dire, de lecture, de posts LinkedIn, de remonter sur le réseau des collectifs ou d'autres associations pour trouver des personnes, les contacter, leur demander s'ils connaissent un tel, etc. Donc l'échantillon, il s'est construit comme ça, beaucoup aussi par boule de neige et par contact des personnes qui finalement pouvaient se connaître entre elles. Alors, je vais peut-être vous poser une question idiote, hein, parce que je ne connais pas ce secteur aussi bien que vous, mais ma petite expérience, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes en reprise d'études pour monter leur propre cabinet de consulting en RSE et développement durable. Et en fait, c'était des gens qui étaient un peu frustrés par leur activité professionnelle, quelle qu'elle soit d'origine, et qui venaient me trouver en me disant j'ai vu que vous proposez un diplôme qui forme vraiment dans le détail à toutes ces questions de développement durable. Et moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et je veux monter un cabinet avec ces valeurs-là. Et du coup, j'en ai sur l'histoire, j'en ai pas mal qui ont fait ça, hein. Et donc, est-ce que ça serait pas plus intéressant pour vous de travailler avec des cabinets plus petits, mais avec des gens qui sont affichés comme tels et qui, parce qu'il y a un vrai marché, si je comprends bien, sur ce créneau de la durabilité. Alors que là, les cabinets que vous avez étudiés sont un peu des généralistes. Et du coup, on est plutôt dans un choix de portefeuille d'activité pour eux. Est-ce qu'ils vont développer vraiment cette activité ou pas? Bah, c'est une bonne remarque. Je sais pas, Christelle, tu voulais réagir? Oui, non, effectivement, merci pour cette remarque. Je trouve qu'effectivement, c'est un point pertinent. Ça questionne quels sont les cabinets que l'on choisit. Ce que je me dis en écoutant cette proposition, c'est que par contre, on va être sur des consultants qui vont principalement proposer des missions vertes en fait à leurs clients, et donc on est un peu moins sur l'étude de consultants peut-être qui veulent changer leur cabinet de l'intérieur. Bien que, Ah étant donné oui. qu'ils ont cet état d'esprit-là, je pense qu'on peut voir également des actions en interne, effectivement.
Mais Mais Stéphane, je ça- t'en prie, si tu voulais Non, non, mais rebondir. c'est vrai que ce serait beaucoup plus facile d'aller chercher des consultants sur des cabinets qui sont déjà objectivement orientés sur cette offre de service. Mais la littérature existe déjà en fait sur ces cabinets en disant, bah, eux, globalement, leur impact, c'est de transformer leurs clients. Et on peut imaginer qu'en interne, ils ont, by design, d'une certaine façon, déjà un fonctionnement un peu plus vertueux. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir sur des cabinets plus traditionnels comment ils étaient un peu bousculés de l'intérieur par des gens qui avaient ce Ouais, ouais, profil qu'on peut qualifier d'activistes et qui ne font ouais. pas nécessairement des missions sustainability. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que eux-mêmes, ça produit des conséquences à titre personnel sur leur parcours de carrière, parce que certains vont effectivement, au sein du cabinet, évoluer pour faire des missions sustainability, et un certain nombre, exactement comme vous l'avez dit, vont quitter les cabinets par frustration et vont soit créer leur propre structure, soit rejoindre des cabinets qui sont plus thématisés sur ces enjeux, soit aller chez un client, mais pour mener des missions plutôt en lien avec la responsabilité sociétale de l'organisation. À mon avis, il y a aussi une variable de taille, sur la taille du cabinet qui est Bien sûr, importante. bien Vous sûr. voyez, parce que vous avez évoqué le cas des consultants qui proposent à leur cabinet de, par exemple, changer le type de mission ou dire ben, on va plus travailler avec tel client parce qu'il est vraiment contraire à ce système de valeurs. Mais finalement, ce débat-là, moi je l'entends exactement à l'identique dans les cabinets qui sont spécialisés en expertise environnementale et dont c'est vraiment la mission et qui finissent par accepter des clients et des missions qui sont contraires à leurs valeurs parce que c'est une logique tout simplement financière, quoi. C'est une logique, il faut être rentable. On a, je sais pas, 20 salariés, 30 salariés, on a des échéances, on ne peut pas se permettre de se priver de tels clients. Et ça va encore plus loin. C'est-à-dire que quand on leur demande, par exemple, des rapports d'impact, ils en arrivent à présenter les rapports d'impact d'une manière telle que c'est contraire aux intérêts de l'environnement, mais c'est favorable aux intérêts du client. Et ça, pour les naturalistes, par exemple, pour vraiment les experts, là, on n'est pas dans les consultants en management, on est chez des consultants experts environnementaux. Pour eux, c'est juste impossible de faire des choses comme ça. Et pourtant, ils sont salariés d'une entreprise qui annonce et affiche des valeurs qu'ils partagent. Mais dans la réalité des faits, ce n'est pas ce qui se produit. Et ce sont des grands cabinets. Hein, je ne voudrais pas faire, dire des noms et après avoir un problème de diffamation, mais il y a des grands cabinets très réputés en termes d'expertise environnementale qui sont amenés à faire ce genre de compromis. Et parce que c'est une logique qui est une logique finalement plus industrielle qu'une logique environnementale. Oui. Mais je ne veux pas monopoliser la Non, parole et non, mais peut-être merci pour cet aspect. Effectivement, moi, on le note de notre côté, de regarder un petit peu plus cet aspect-là. Merci beaucoup. est-ce qu'il y a des remarques, des questions parmi les personnes présentes? Cette, Je veux bien prendre la parole, hein, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai un petit peu l'impression que vous êtes au stade, vous avez un super terrain avec plein d'informations et vous avez un peu comme besoin de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment d'intéressant et qu'est-ce que vous allez sûrement pouvoir faire plusieurs articles académiques à partir de ce terrain riche, mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant et qu'est-ce que vous allez publier. Euh, bon, ça m'a fait penser dans le livre Le pouvoir pour tous de Julie Batilana et puis une autre auteure aussi. Elle raconte, vous l'avez peut-être lu, hein, mais elle raconte comment les salariés de Google arrivent à faire changer Google sur des pratiques plus plus respectueuses, hein. Et elle prend comme ça l'exemple de plusieurs organisations, de grosses entreprises où les salariés, en se regroupant, arrivent à changer l'organisation et à la rendre plus soutenable. Donc, je me demandais aussi, vous avez parlé d'engagement volontaire collectif. Est-ce que ces engagements volontaires collectifs, est-ce qu'ils sont formels ou informels? Et ça me paraît vraiment fascinant, comment des salariés vont arriver à se regrouper, comment ça se passe en fait, ce regroupement. Et aussi, finalement, j'entends que vous retrouvez ce qu'on retrouve souvent autour de la soutenabilité, ces questions de tension, ces contradictions, ces paradoxes.
tout ça, on retrouve ça dans ce que vous exposez là, hein. Voilà. Mais donc c'est surtout cette question aussi, comment se passent ces engagements volontaires collectifs? Parce que ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant, parce qu'on a là finalement tout un ensemble de salariés et comment passer de l'engagement individuel à l'engagement collectif. En tout cas, j'étais aussi au colloque sur enseigner les transitions écologiques et sociales, et ce que j'ai entendu, c'est que dans les écoles, quand ils changent un petit peu, en réalité, c'est pas de la direction dont ça part, c'est parce que les étudiants, ils râlent trop, 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 ils menacent de faire grève et tout ça, donc les profs sont obligés de s'y mettre. Donc finalement, dans les écoles d'ingénieurs, en tout cas, finalement, ça rejoint un petit peu ce que vous racontez là aussi. C'est parce que les consultants, voilà, c'est deux, ça part, c'est peut-être les mêmes d'ailleurs, hein, qui sont passés de l'école d'ingénieur en tant qu'étudiants, qui après se retrouvent dans les cabinets de conseil, Sur euh, la constitution des collectifs, là, dans ce qu'on avait étudié, parce qu'initialement, c'est vrai qu'on avait fait une recherche sur les collectifs de salariés engagés pour le climat, on a des collectifs qui sont constitués bottom-up, hein, comme c'est ce que vous dites, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça émerge l'initiative de plusieurs employés qui vont se regrouper. On en a quand même certains qui émergent de la direction, qui sont plutôt top-down, mais Stéphane, c'est pas la majorité, d'après ce qu'on avait pu voir. Mais voilà, on a des top-down ou des bottom-up, mais on a quand même beaucoup de collectifs qui se constituent de manière bottom-up. Moi, ce et qui, alors, comment est-ce que ça émerge? Ils vont aller boire une bière à la sortie du cabinet ou quoi? Ou c'est Ouais, comment? c'est plein de petites histoires comme ça, de rencontres personnelles. Alors, il y a des anecdotes du style, à la machine à café, on était les deux seuls à avoir un mug, donc on a commencé à discuter, et là on s'est aperçu que non, vraiment, c'était pas possible, il fallait faire quelque chose, ou on faisait de l'escalade ensemble, dans la salle d'escalade de l'entreprise, et c'est comme ça. Donc c'est beaucoup de rencontres interpersonnelles comme ça. Et d'ailleurs, il y a souvent associé à cet activisme interne le développement à la fois d'un réseau affinitaire, de rencontrer d'autres personnes qui portent les mêmes valeurs que soi au sein de l'entreprise, même s'ils sont à d'autres positions organisationnelles qu'on n'aurait pas forcément croisées dans le cadre de son travail quotidien. Et ça a plus largement pour effet de développer un réseau relationnel plus large, notamment pour les juniors, c'est moins vrai pour les seniors, qui du coup vont se faire un peu identifier par plein d'autres gens, et notamment des gens du COMEX, comme étant un peu sachants sur les questions écologiques. Et donc parfois, d'ailleurs, on va aller les débaucher pour leur proposer de monter je sais pas, dans le service RSE de l'entreprise. Mais ça, c'est plus pour les grandes entreprises qui ne sont pas des cabinets de conseil. Et c'est vrai que ce truc bottom-up, c'est des organismes je sais pas comment, il y a pas il y a pas d'accroche organisationnelle pour les qualifier. C'est un groupe dans l'organisation qui décide de travailler ensemble et d'aller faire un peu de lobbying auprès du management et d'aller voir les services pour essayer de changer les processus. Mais ils n'ont aucune existence organisationnelle formelle. La différence avec ce qu'on a étudié dans les cabinets de conseil, c'est que eux se saisissent de possibilités offertes par l'organisation de mener des actions collectives sous le label vie du cabinet ou développement d'offres commerciales. Sauf que développement d'offres commerciales, ils pourraient vendre de l'intelligence artificielle. Eux décident d'aller faire davantage de prestations sustainability sous le patronage d'un senior manager qui va chapeauter, entre guillemets, le petit groupe qui va travailler là-dessus, ou sur l'avis du cabinet, vont aller voir la direction et chercher un sponsor pour dire, bah, nous, on voudrait créer un groupe, allez, bilan carbone, est-ce que vous voulez bien nous soutenir? S'ils trouvent un sponsor qui va les soutenir, ils vont aussi trouver un budget et ils vont pouvoir se mettre à travailler. Mais c'est reconnu dans le cabinet de conseil comme une organisation qui fait partie du cabinet et qui, parce elle vise à améliorer la vie interne du cabinet, et c'est valorisé, notamment, comme on le disait, dans les entretiens individuels. Et ça, c'est deux dispositifs qui sont propres au cabinet de conseil et qu'on ne retrouve pas dans la plupart des grandes organisations qu'on a étudiées par ailleurs dans nos autres entretiens. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien. Et puis, merci pour la référence de l'ouvrage. Faut qu'on aille regarder. Super intéressant. Ok. Je trouve que ça serait intéressant, enfin moi ça m'intéresserait de regarder comment ça se passe, ces connexions, comment ces petits collectifs voilà, se Mm, constituent, quoi. mm, mm. Et finalement, vous l'avez le matériel empirique, peut-être que ça peut être intéressant à raconter, ce que vous avez raconté là, autour de la machine à café avec le meuble, je trouve ça super ça. Ces petits signes distinctifs qui vont faire qu'ils vont se retrouver, puis après, Mm. D'où l'importance du présentiel pour revenir à une communication précédente. Exactement, ça fait le lien. C'est beaucoup plus compliqué à distance. non mais je pense que vous pouvez faire plein d'articles super avec tout ça, hein, c'est intéressant, faut juste choisir. Oui, ouais, vous avez raison. Faut voir qu'est-ce qui est intéressant à raconter.
et qui C'est en contribuent fonction un peu au avec quelle schmilblick. littérature vous voulez discuter, quelle C'est ça. méthodologie vous avez envie d'adopter, toutes ces questions-là, quoi. Mm. Merci pour votre retour en tout cas, et puis pour le livre, j'ai noté aussi. Je crois qu'on est arrivé au bout de nos présentations et de cette journée de recherche sur les éclairages scientifiques concernant les transitions environnementales et sociétales dans le cadre du Congrès international de la RSE organisé par ECOS. Donc nous étions aujourd'hui 17 contributeurs pour 11 contributions. On a eu des pics à 30 personnes qui ont participé dans la journée, avec une moyenne autour de 20. Je pense que pour une journée de recherche, c'est tout à fait honnête. Et je vous remercie tous pour la qualité des présentations et la qualité des échanges, le respect du temps. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît même extraordinaire. Nous sommes exactement dans le timing, tout en tenant compte de l'absence d'un binôme de présentateurs. Donc merci à tous. L'étape d'après, ce sera la publication des actes que nous allons prendre en charge. Et j'espère que vous aurez donc des recherches très fructueuses des uns et des autres, avec beaucoup de belles publications pour faire rayonner toutes ces belles idées de responsabilité et de durabilité. Un grand merci à tous, bonne continuation dans vos travaux, et puis au plaisir de vous recroiser en présentiel ou à distance, dans le cadre de l'hôtesse ou d'autres types de recherches.